Hotep, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette nouvelle communication. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité nous entretenir en fait sur la notion de livre saint. Vous savez que le Mont Bokbasson s'est récemment rendu au Mali dans le cadre de consultations et ayant pour objet, dans le fond, de produire un corpus qui pourrait faciliter l'acquisition d'un certain nombre de connaissances attachées à nos traditions ancestrales. Et dans le cadre de cette démarche, il m'a demandé, euh, selon moi, quel était le nom que pouvait porter finalement ce livre à vocation, disons, religieuse ou traditionnelle, entre guillemets, parce que la tradition, c'est la religion, bien sûr, mais ce sont des mots que nous employons, mais dans des sens divers, pourtant, en réalité, renvoient à la même objectivité. Donc, dans le cadre de cette démarche, donc, il m'a posé la question. Alors moi, je n'ai pas pu répondre parce que je me suis dit, je n'avais pas l'autorité pour ce faire et mes compétences me limitaient finalement à fournir un cadre dans lequel pouvait se mener cette réflexion et à aider à affiner les conclusions dans le respect, entre guillemets, si vous voulez, de nos humanités fondamentales. Car la question du livre est une question centrale. Elle est au cœur des humanités fondamentales et la communication que je mènerai aujourd'hui a simplement vocation à fournir le cadre dans lequel s'établit le concept ou la notion de livre au sein des traditions ancestrales éthiopiennes. Voilà. Alors, naturellement, cette communication est basée sur un certain nombre de travaux, notamment ce livre, La crucifixion d'Osiris, récemment paru aux éditions Lulu. C'est un livre important, j'ai l'habitude de le dire, mais ils sont tous importants, c'est certain, mais celui-ci est particulièrement important parce qu'il revient sur un certain nombre de concepts qui paraissent aujourd'hui dans des traditions extérieures à l'Éthiopie. Quand je dis Éthiopie, il s'agit naturellement du continent appelé aujourd'hui Afrique. Mais moi, je préfère le terme Éthiopie pour des motifs et d'autres, je ne vais pas y revenir ici. Et donc, j'invite ceux qui ont cette possibilité à acquérir ces livres, car ils sont importants, ils permettent en fait d'approcher de manière objective ce que nous pouvons attendre finalement de ce que nous nommons humanité fondamentale. Voilà. Alors, je commencerai cette communication par une citation d'un auteur français qui s'appelait Émile Heger, c'était un philologue français, et il a beaucoup travaillé sur la question de l'origine du livre. Et dans un de ses textes, il dit notamment la chose suivante. On voit dans le Timée de Platon et dans Diodore de Sicile comment l'Égypte prétendait être le berceau des sciences et des arts de la Grèce. Suivant les prêtres de Memphis, Musée, Orphée, Homère avaient puisé en Égypte les traditions historiques et la philosophie sublime qu'ils propagèrent dans leur poésie. De la même école étaient sortis les sculpteurs Téléclès et Théodore, les législateurs Minos et Lycurgue, et c'est avec les colonies égyptiennes de Crécops, de Danaos et d'Inachus que l'ordre politique avait paru pour la première fois au sein de l'Hellade barbare. En faisant dans ces prétentions quelquefois consacrées par la crédulité des Grecs eux-mêmes une large part à la vanité nationale des Égyptiens, il faut avouer que l'Égypte a précédé de beaucoup la Grèce dans les premiers progrès de la civilisation. Ainsi, l'architecture était déjà très perfectionnée sur les bords du Nil à l'époque où s'élevaient à Mycène, à Cyrène, ces grossiers monuments connus sous le nom de pélagiques ou cyclopéens. Hérodote rapportait aux Égyptiens l'origine de quelques lois et quelques coutumes spartiates, et l'on n'a guère de raison solide contre la vérité de cette observation. Bien que la critique ait mis en doute l'existence du merveilleux palais d'Ozymandias, et de la bibliothèque qui en faisait partie, bien qu'il soit impossible aujourd'hui de dire au juste ce qu'étaient les livres de Thoth déposés dans les autres bibliothèques de l'Égypte, on sait du moins, par les preuves les plus certaines, que l'écriture hiéroglyphique était déjà constituée longtemps avant l'importation de l'alphabet cadméen en Grèce. Enfin, pendant que les autres nations connues écrivaient encore sur la pierre ou le marbre, sur des feuilles d'ivoire ou de métal, sur des écorces d'arbres, sur des feuilles de palmier, sur la toile ou la peau tannée, l'Égypte employait déjà pour cet usage un produit particulier de son sol, le papyrus ou biblus. Les légendes pharaoniques et les rituels ne s'écrivaient pas seulement sur les parois des hypogées, sur les murs des temples, sur le revêtement extérieur des pyramides, mais aussi sur les rouleaux de cette frêle substance qui a souvent traversé les siècles, grâce à la protection d'un climat conservateur.
Le papyrus était détruit en Égypte depuis l'invasion arabe et le parchemin ne l'avait jamais qu'imparfaitement remplacé. La fabrication du papier de linge s'étend et se perfectionne dans le XIIIe et le XIVe siècle. Puis, quelques années plus tard, Gutenberg et ses immortels associés dotent le monde de l'imprimerie. Alors, la raison et la foi vont être vivifiées par une impulsion nouvelle. Alors, l'humanité va continuer avec plus d'ardeur que jamais sa marche un instant ralentie. Mais ne l'oublions pas, ce n'était là que la troisième phase d'un progrès qui remonte plus haut. L'écriture et le papyrus marquent les deux premières. Volney n'aurait pas dû oublier les sublimes pages de Platon, ni cette réflexion de Pline l'Ancien, que sur l'usage du papyrus repose toute l'histoire et toute la civilisation. Sur l'usage du papyrus repose toute l'histoire et toute la civilisation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette plante que nous nommons papyrus? Le papyrus est une plante qui pousse au bord des cours d'eau, notamment ici au bord du Nil. C'est une plante qui aura servi à fabriquer le support de l'écriture hiéroglyphique, donc appelé papyrus. Ici, je donne un exemple, c'est Papyrus rhin, un extrait de Papyrus rhin bien connu. Et finalement, cette plante n'aura pas servi qu'à fabriquer le support de l'écriture, elle aura également servi à fabriquer des vêtements, des cordages, des barques, faciliter le calfatage des bateaux, etc. Donc, un certain nombre de choses. Finalement, c'est une plante qui a eu un usage diversifié dans la vallée du Nil, mais elle est restée comme l'emblème de cette civilisation, puisque elle a aussi servi de support à l'écriture hiéroglyphique qui était naturellement regardée comme sacrée. Voilà. Alors, le mot papyrus vient du grec pyr, qui signifie feu. Ceci est important. Le mot papyrus vient du grec pyr, qui signifie feu. Et naturellement, on observe ici une curiosité, car d'un produit végétal, on aboutit à la notion de feu. Et cela va être clarifié naturellement dans les prochaines minutes. Alors, la même racine grecque, pyr, donne l'anglais fire, le feu, ou le français feu, naturellement. Donc, ceci est important parce que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, nous sommes ici dans le domaine des concepts, car rien ne justifie a priori qu'une plante verte trouve une relation avec le feu. Pourtant, c'est le nom qui va rester dans l'histoire pour nommer cette plante. Le papyrus, qui est un terme prétendument, on va dire ça comme ça, grec, car le concept lui-même, vous allez voir, est typiquement éthiopien, typiquement africain, entre guillemets. Voilà. Alors, cette plante se nomme de cette manière en égyptien pharaonique. Cette graphie est translittérée Wadj et traduite papyrus vert dans les dictionnaires égyptologiques, dans les manuels d'égyptologie, dans les manuels de vulgarisation. Le déterminatif du papyrus, ainsi nommé, donc c'est un ophidien qui présente une forme particulière et nous verrons tout à l'heure que cette forme rend compte du rampement ou de l'action de ramper. Voilà, c'est pour cette raison qu'il présente ainsi des oscillations. C'est parce que nos ancêtres veulent bien indiquer que ce n'est pas simplement un ophidien, qu'il faut y attacher l'idée de rampement ou de l'action de ramper. Voilà, donc c'est de cette manière que se nomme le support de l'écriture sacrée en égyptien pharaonique et cette graphie est translittérée Wadj, W-A-D, et traduite papyrus vert, donc la couleur verte qui, je le rappelle, est l'une des couleurs consacrées à Osiris, avec la couleur noire, bien entendu. Alors, ce signe est classé I10 avec la liste de Gardiner et prend le sens de cobra dans les manuels de vulgarisation. Et nous rappelons que la forme particulière accordée à cet ophidien rend compte du rampement ou de l'action de ramper. Et nous disons la chose suivante. Le Bassa dira andal, ramper, se traîner par terre. Le Bakoko, lianda, ramper. Le Koyo, ilanda, ramper. Le Chiluba propose landa, se traîner, ramper à terre, aplanir, niveler. Landa, landa, aplani, uni, plat. Landu, étalement de terre.
Le Lingala propose kolanda, suivre, aller après, ramper. Le Swahili landa traduira suivre. Le Swahili aura également landa, être à la même hauteur, ressembler, être comme. Le Kikongo a landa, suivre, poursuivre, et landana, se succéder ou se suivre. Et le sens de suivre ou de se succéder est amené par une variante du signe I10, qui est le signe I11 et qui présente deux ophidiens qui se suivent. Et c'est de cette manière qu'on arrive finalement à cerner que nous sommes effectivement dans le registre du rampement ou de l'action de ramper, du fait de suivre, car ici, les signes sont assez explicites. Et comme j'ai l'habitude de le rappeler, nous amenons une manière nouvelle, qui est la manière réelle finalement de lire les hiéroglyphes, car il s'agit d'abord et avant tout d'idéogrammes. Et ces idéogrammes sont fondés sur les langues éthiopiennes, comme l'atteste d'ailleurs Diodore de Sicile dans sa bibliothèque historique. Donc pour lire les hiéroglyphes, il faut connaître les noms des objets représentés dans les langues éthiopiennes. Ça, c'est la base. Il ne s'agit pas de courir à l'alphabétisme, comme on le fait actuellement dans les manuels d'égyptologie, mais de décrire ce que nous avons sous les yeux à partir des langues éthiopiennes qui soutiennent ces actions décrites dans les papyrus. C'est cela à la base. Et c'est comme ça qu'il faut lire et comprendre le sens que nos ancêtres ont voulu donner aux signes sacrés qu'ils gravaient dans les pyramides, les papyrus et les bas-reliefs. Voilà. Donc je reprends ici simplement. Le Bassa dira andal, ramper, se traîner par terre. Le Bakoko, lianda, ramper. Le Koyo, ilanda, ramper. Le Chiluba propose landa, se traîner, ramper à terre, aplanir, niveler. Landa, landa, aplani, uni, plat. Landu, étalement de terre. Le Lingala propose kolanda, suivre, aller après, ramper. Le Swahili landa traduira suivre. Le Swahili aura également landa, être à la même hauteur, ressembler, être comme. Le Kikongo a landa, suivre, poursuivre, et landana, se succéder ou se suivre. C'est avec cette série qu'on aboutit au concept attaché à l'idée de papyrus, entre guillemets, car les thèmes que j'ai amenés sont décrits à partir des langues éthiopiennes, donc des langues de la cuvette éthiopienne. Mais vous allez voir qu'en Afrique, entre guillemets, occidentale, avec les langues prétendument soudanaises, nous avons le concept même attaché au thème du papyrus, car les mots sont les mêmes. Les mots soutiennent les concepts. Donc c'est comme ça finalement qu'on arrive à comprendre ce que nos ancêtres essayent de rappeler avec les graphies qu'ils dessinent. Voilà. Parce que vous avez par exemple ici le bozo qui va dire landa, coutume. Bambara, lada, coutume, règle, qui est une variante de landa. Bidia, adine, rite, coutume. Bokabaru, ada, tradition, obligation, qui est une variante de landa. La racine est toujours la même. Hein. Vous allez vous en rendre compte, ce n'est qu'une succession d'homonymes. Le Bori va dire lada, coutume, bobo, landa, coutume, le Bouza, lada, coutume, le Pula, ada, tradition, coutume, Dogon, landa, coutume, tradition, usage, Fufulde, ada, coutume, habitude, Aoussa, ada, coutume, habitude, Kanuri, ada, coutume, habitude, Afar, kada, coutume, habitude, mœurs, et le Bassa va dire ada, mariage, qui est une coutume. Ici, je cite simplement le Bassa pour rappeler finalement que cette distinction qu'on fait entre langue prétendument bantou et langue prétendument soudanaise est purement arbitraire. Elle relève en fait de l'ethnographie coloniale. Car objectivement ici, nous parlons les mêmes langues comme permettent de la tester les hiéroglyphes. Ça, c'est une réalité. C'est pour cette raison que l'étude des hiéroglyphes, c'est quelque chose de très important pour finalement saisir ce que nous nommons enfin humanité fondamentale, car c'est réellement le fondement même des langues que nous parlons. Vous ne pouvez pas aujourd'hui comprendre les proximités entre nos traditions si vous ne questionnez pas les hiéroglyphes. Voilà. Sinon, tout paraîtra suspendu en l'air et on trouvera des différences. Là, il n'y a que des similarités en réalité. Voilà. Donc, et l'arabe, naturellement, va dire ada, habitude, coutume. Voilà. Donc, ce thème-là, landa, c'est le verbe ramper des langues éthiopiennes, des langues de la cuvette éthiopienne. Et vous voyez que le même terme sert à désigner la coutume, la tradition, la règle, l'usage, les mœurs au sein d'un nombre considérable. Ici, la liste n'est pas exhaustive, au sein d'un nombre considérable de langues éthiopiennes. Donc voilà comment déjà se manifeste en fait l'idée
de ce que c'est que le papyrus. Et c'est la raison pour laquelle Pline l'Ancien dira que sur l'usage du papyrus repose toute l'histoire et toute la civilisation. Car ici, les coutumes amenées, vous allez voir, sont celles décrites par les textes qui parlent d'Isis et d'Osiris, bien entendu. Bon. Maintenant, vous avez vu que la phare va dire kada, coutume, habitude, mœurs. Mais vous vous rendez compte que le bassa va dire kat, le livre. Voilà. Donc, kada, c'est le même mot que kat en bassa, car il y a une correspondance, comme vous le savez, entre le Q et le K au sein des langues éthiopiennes, c'est une évidence, et puis entre le T et le D, entre le T et le D. Donc, ce n'est qu'une variante phonétique. Quand le bassa dit kat pour dire le livre et que la phare va dire kada pour dire coutume, habitude, mœurs, en réalité, nous sommes ici dans le même registre. Mais le bassa dit kat. Et c'est ce kat-là que vous appelez papyrus dans les ouvrages d'égyptologie. Le livre, kat, c'est le véritable nom de cet objet qu'on appelle aujourd'hui papyrus. En bassa, kat signifie tout à la fois livre, écrit, volume imprimé d'une certaine étendue, source d'enseignement, étude, travail de l'esprit qui s'applique à comprendre et à connaître, lettre. C'est ce que cela signifie en langue bassa, kat. Et c'est le même terme, je le rappelle, avec le landa, ada, la racine est toujours la même. Et c'est comme ça que nous vérifions que nous avons effectivement raison. Hein? Et vous voyez ici avec le wadj de l'égyptien pharaonique, nous avons l'autre papyrus scellé qui rend compte du thème du livre. Voilà. Bon. Naturellement, ici, je vais attirer votre attention maintenant sur le signe qui débute la graphie wadj, qu'on retrouve ici avec la reine du ciel. En l'occurrence, ici, c'est Aset ou Isis, si vous préférez. Elle est coiffée du signe distinctif qui est donc le siège, que vous reconnaîtrez aussi. Et vous avez le bassa liada, mariage, union. Et vous savez que, d'après la tradition grecque même, on dit que c'est Déméter qui a introduit le mariage dans les mœurs des Grecs. Et ceci n'est pas un hasard, car le mariage est directement associé à l'image même d'Isis et Osiris. C'est pour cette raison qu'il y a cette rhétorique qui consiste à dire qu'elle a introduit le mariage dans les mœurs des Grecs. Bon. Donc, je reprends la liste déjà nommée précédemment, simplement pour attirer votre attention sur le fait que nous parlons ici d'une image spécifique. Il s'agit ici en l'occurrence de la reine du ciel, donc il s'agit d'Isis. Et nous avons le bassa qui dira liada, mariage, union, le bokabaru qui va dire ada, tradition, coutume, le borelada, coutume, le bobolanda, coutume, etc., etc. Donc, c'est des choses que nous avons déjà vues. Et je rappelle que ces termes-là sont directement associés à l'objet ici que j'ai encerclé, donc qui est l'outil donc nommé, l'objet nommé papyrus. Ok, voilà, qui est un attribut même de la reine du ciel, comme vous le voyez à l'écran. Bon. C'est la raison pour laquelle ce mot couvre un champ considérable de concepts au sein des langues éthiopiennes. Ici, je ne vais en citer qu'une partie. Hein, parce que, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas être long, puisque nous manquons parfois de temps, bien que ce soit très important. Bon, nous avons notamment ici l'Aoussa Wadi, promesse, qui est la lecture littérale de ce Wadj en égyptien pharaonique, qu'on trouve dans les manuels d'égyptologie. C'est comme ça que ça se dit en réalité dans nos langues. Okay? L'Aoussa va dire Ada ou Adou, unir, le Bakoko, Liat. Donc, on a toujours le A et le D là. Unir, le Kanour il dira Wade, la promesse, le Kotoko, Wade, le pacte, l'accord, le Kassem, Wada, ordre, code de conduite, Maninka, Alawadou, prédestination, destin, le Maninka, Laïdou, la promesse, le Songhai, Wadou, volonté divine, fatalité, Songhai, Alwadou, volonté de Dieu, Songhai, Wadou, destin, Songhai, Alaïdou, serment, promesse, Laïdou, engagement, alliance. Donc nous sommes toujours dans le registre de l'alliance, de l'union. Bamanam, Laïdou, promesse, engagement. Mandinka, Laïdi, promettre, promesse. Sonenke, Laïdou, promesse entre parties. Swahili, Ahadi, promesse, accord. Temne, Laïri, promesse. Et l'arabe dira Wada, faire une promesse, donner sa parole. Ou Ad, qui est la lecture littérale de Wad, contrat, déterminé notamment par le rouleau de papyrus scellé qui a le sens de pacte, de traité, de contrat, même au sein des dictionnaires égyptologiques. Donc tous ces mots-là sont amenés par cet objet que présente la reine du ciel sur ses genoux, si vous voyez. Donc c'est un papyrus. Ada, promettre, etc., unir. Et je rappelle que le liat du Bakokos est lié au at de la langue bassa avec lequel on forme Adna pour dire alliance.
Ok? Donc nous sommes ici dans le même registre, les mêmes concepts qui sont animés finalement et qui mèneront à l'idée de livre. Parce que lorsqu'on parle de code de conduite, il faut savoir que le livre est associé à ces notions, bien entendu, ça vous le savez. Bon. En affaires, donc, je l'ai déjà dit, je le reprends ici brièvement, nous avons kada, coutume, mœurs. Le bassa va dire kad, le livre. Ok? Et vous voyez que le sens amené donc par ces langues que je viens de citer est complété par l'attribut perpétuel de la reine du ciel, à savoir le siège. Puisque le Dangaléat, langue d'Éthiopie occidentale, dira kada, le tabouret. Le Mokilko dira kade, le tabouret. L'arabe va dire kada, le siège. Kada, le siège. Le Bukuzu va dire ikala, car le K et le Q sont interchangeables, et le L et le D aussi. S'asseoir. Donc, Chiluba, Ikala, demeurer, rester, s'asseoir, qui est le thème même du siège amené par la reine du ciel. Le T qui va dire Ukala, demeurer, s'asseoir. Le Swahili, Ka, être assis. Et le Lega, Ikala, être assis. Naturellement, les listes ici ne sont pas exhaustives, comme j'aime à le dire. C'est simplement pour dire que ça, c'est le parler éthiopien même. Et ces formes sont récurrentes au sein de nos langues. Voilà. Naturellement, on trouve donc une homonymie entre ces mots et les noms du livre dans les langues éthiopiennes. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous trouvez donc la reine du ciel associée directement au concept de livre, parce que vous avez notamment ici le Badoué, Kalar, le livre, Ewondo, Kalara, le livre, Bulu, Kalate, le livre, Douala, Kalati, le livre, Mienge Ekati, le livre, Mbo va dire Kala, qui veut dire s'asseoir au sein des langues éthiopiennes, le livre, qui est une variante de Kat, du Kad chez les Bassa. Ce n'est qu'une variante phonétique en réalité, puisque le Mbo c'est dans la Sanaga maritime, qui est une région où vivent naturellement les Bassa, historiquement. Donc ce n'est qu'une variante phonétique, puisque ce sont les mêmes langues. Et l'Elum va dire Kala, le livre, etc. Les tones Kalada, le papier, le livre, etc., 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 comme vous pouvez lire ici avec moi. Donc ces mots sont amenés par le siège et par l'objet que présente la reine du ciel, à savoir ici cet objet finalement qu'on identifie comme étant le papyrus, qui tient sa racine de pyre, qui veut dire le feu. Et pourquoi? Parce que ces mots sont ceux du charbon, du feu, au sein des langues éthiopiennes. Nous avons notamment le bassa, kala, qui signifie s'enflammer. Voilà la raison pour laquelle les Grecs vont utiliser le mot papyrus pour nommer cet objet. Ok? Donc, on n'est plus ici dans simplement l'objet qu'on trouve dans les fourrés au bord du Nil. C'est un concept qui soutient la philosophie, car on veut vous dire ici que c'est l'objet charbonné, le charbon, la couleur noire qui amène la civilisation. C'est pour cette raison qu'il y a cette relation. C'est pour cette raison que le mot papyrus est directement associé à pyre, qui signifie le feu. Donc, nous avons ici le Kikongo qui va dire Dikala, la braise, Kikongo Makala, le charbon, Kikongo Kala, noir, Wandi Likala, charbon, Bassa Likala, le charbon ardent, Bassa Kala, s'enflammer, Bassa Kalak, l'ébène, Bamanan, Kalan, chaud, le ton Benjale, Ikala, braise, Lingala, Makala, etc. Le Swahili va dire Maka, le charbon. Et vous savez qu'en Bassa, on dit Ka pour dire le livre, en fait, parce qu'on ne prononce pas souvent le T. Quelquefois, le T est muet, il est simplement suggéré car on sait qu'il existe, mais des fois, les Bassa vont dire Ka pour dire le livre. Et Ka, c'est le nom du charbon en Swahili. Okay? Donc, les mots du charbon sont également ceux du livre. Et ceci permet également de déterminer dans quel domaine, j'allais dire, évolue finalement la divinité éthiopienne. Car Isis, ici, elle est encadrée, elle est encadrée du thème de la noirceur, la couleur noire, du charbon. Hein, tous les objets qu'elle présente ici rendent compte finalement de ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire une divinité éthiopienne. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'il faut mener la lecture des hiéroglyphes, car autrement, ce n'est même pas possible. Si on vous dit papyrus et vous passez à autre chose, vous n'avez rien compris, puisque c'est un concept majeur pour comprendre même la naissance de la civilisation. C'est quelque chose de majeur. Bon. Naturellement, donc j'ai rappelé que le Babanan va dire Kalan, chaud, mais les mots de la chaleur du charbon sont donc ceux de l'instruction en fonction de ce que je dis depuis tout à l'heure, à savoir que le papyrus est un thème issu des mots du charbon. Et donc, il y a une relation immédiate entre la notion d'instruction, et vous savez que la terre égyptienne, la terre d'Égypte, entre guillemets, fut la terre d'instruction de tous les savants grecs. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, il suffit de lire les auteurs, qu'il s'agisse d'auteurs
européen ou éthiopien, donc comme Cheikh Anta Diop par exemple, pour arriver aux mêmes conclusions. Et vous avez donc le Bamalan qui va dire Kala, la tige, qui est l'objet donc qu'elle présente, Kalan, étude, cours, instruction, Kalanji, lecture, Kalansun, leçon, etc., etc. Le Sénoufo va dire Kala, étudier, comprenez? Donc voilà le registre dans lequel évolue cet objet qu'on appelle aujourd'hui le papyrus, hein, de la racine pire qui signifie feu. Voilà. Je passe les listes ici, elles ne sont pas exhaustives, mais c'est simplement pour vous indiquer que nous sommes ici dans une réalité objective. Et la discussion n'est même plus... bon, elle est possible, mais je crois que les faits savent quand même y apporter des réponses. Voilà. On peut discuter maintenant sur comment, pourquoi, mais quant aux faits, ils sont là. Et ils parlent, ils s'expriment d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez ici quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous savez qu'en arabe, le livre, donc le Coran, la Bible, se nomme Al-Kitab. Et vous allez voir que ce mot, Al-Kitab, provient directement du nom du tabouret ou du siège au sein des langues éthiopiennes. Donc, notamment ici avec le Kitabwa, qui va dire Kitebe, chaise, tabouret, avec des nombreuses variantes au sein des langues éthiopiennes. C'est ce mot Kitebe, la racine c'est Kitab, Kiteb, hein, ou Tebe. En fait, le mot c'est Tebe. Dans le Ki, c'est un préfixe de classe, mais l'arabe le récupère pour en faire le mot du livre. Donc, il va dire Al-Kitab, le livre, qui désigne donc la Bible et le Coran. Mais cet objet, le livre, est directement déterminé par le siège, hein, que présente la reine du ciel. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à la naissance de ces mots, hein, et on reste à prétendre ensuite que l'Afrique, entre guillemets, c'est une tradition orale. Je veux dire, ceux qui disent ça ne savent même pas de quoi ils parlent. Et il faut s'éloigner, hein, de ces vendeurs de je ne sais quoi. Ils ont un projet qui n'est pas le projet de la manifestation de la vérité. L'Afrique n'est pas une tradition orale. L'Afrique fait les deux, la parole et l'écrit. La preuve, nous l'avons ici sous les yeux. Okay? Mais la tradition orale éthiopienne, ce n'est que la manifestation en fait comment dire, l'attachement que nous avons à la question de la mémoire. Parce que pour maîtriser les hiéroglyphes, il fallait avoir une mémoire considérable. Il fallait être polyglotte, parler plusieurs langues. Parce que si vous parlez une seule langue éthiopienne, vous n'arriverez jamais à comprendre les hiéroglyphes parce qu'il faut toujours aller vérifier ailleurs les concepts dans lesquels ou le domaine dans lequel nous nous situons. La preuve, c'est ce que je suis en train de faire ici. Parce que si je me base simplement sur le bassa pour comprendre les hiéroglyphes, je ne comprendrai pas que la andal, ramper, renvoie à l'anda, coutume, chez les peuples d'Afrique occidentale. Donc il faut être polyglotte, il faut connaître plusieurs langues pour comprendre ce que nos ancêtres sont en train de nous dire. Puisqu'ils étudiaient aux mêmes endroits, ils avaient compris que finalement les hiéroglyphes servent à ça, à communiquer, même si on ne parle pas objectivement, même si on ne parle pas, on n'a pas les mêmes tournures au sein dans nos langues, nous parlons la même langue. C'est une réalité. C'est une réalité. Et l'Afrique n'est pas une tradition orale. C'est l'Afrique qui a, entre guillemets, Afrique, qui a inventé le livre et l'écriture. Donc il faut arrêter de prétendre qu'il s'agit ici, parce que le dire, c'est pour ensuite dire que l'écriture est née en Mésopotamie. Vous comprenez? Donc c'est un peu faux. Il faut s'éloigner de ce genre de choses parce que c'est pas de cette manière qu'on arrive à finalement à des choses intéressantes. Car le projet n'est pas celui de la manifestation de la vérité. Voilà. Donc, pour approcher à la conclusion, je dirais donc que le mot Wadj, là, papyrus vert, donc rappelé ici ou translittéré de cette manière, donc dans de manière d'égyptologie, trouve une série, notamment en Bassa. Hein. Nous avons Ada, allumer le feu. C'est pour cette raison qu'on parle de pire, le feu, pour dire le papyrus. Vous comprenez? Donc, le Bassa va dire Yada, vert. Donc, les deux sens sont vérifiés par le Bassa. La racine, c'est Ada. Yada, qui veut dire vert en Bassa, et désigne ce qui n'est pas mûr, le fruit qui n'est pas mûr. On va dire Yada, c'est-à-dire ce qui est vert. Ok? Le Bassa va dire Yada, un, unité. Wada, un. Le Bassa va dire At, un, qui va donner Atna, notamment, donc alliance. Et le Bassa va dire Jat, unité d'un tout. Donc, si on parle d'un. Ce terme insiste sur la notion d'alliance. Et c'est sur celle-là que je vais aussi m'établir et m'arrêter parce que sinon après, ça va nous mener ailleurs. Et je voulais simplement essayer d'attirer l'attention sur ces faits. Et ces mots sont soutenus par les attributs que présente la Reine du Ciel ici à l'image. Voilà. Et naturellement, il y a d'autres postures aussi. Ici, par elle tient une tige de papyrus que l'égyptologie appelle la verdeur. Ce qui m'a toujours fait sourire parce que je trouve finalement que c'est une
c'est un projet assez limité qu'est l'égyptologie, hein, parce que personnellement, j'ai toujours dit, moi je fais pas l'égyptologie, je fais le mbok, c'est la tradition ancestrale. C'est ma tradition ancestrale, je fais le mvet, c'est ma tradition ancestrale, c'est mon père et ma mère. Et avec ces deux jambes-là, rien n'est impossible. Voilà. Donc, euh, c'est ça, je voulais juste présenter ceci pour bien rappeler finalement que ce sont des choses qui sont connues dans nos traditions. Et dans le cadre de ces recherches que j'ai conduites, j'avais écrit à mon père, qui vit actuellement au Cameroun. Je lui avais posé la question parce que je savais qu'en Bassa, il y avait une plante qu'on nommait le wada. Wada. Mais naturellement, comme mon Bassa est médiocre, et puis bon, l'éloignement aidant, où j'ai pas pu garder un certain nombre de choses. Donc, je lui ai posé la question de savoir ce que c'était que ce wada, hein, que les Bassa nomment pour désigner une plante particulière avec laquelle ils font un certain nombre de choses. Ok. Et mon idée, c'était effectivement de dire que c'était dans le souvenir des Bassa que ce Wada, en fait, c'est le nom du papyrus. Hein. Quand on dit Wada, là, c'est ça, c'est le nom du papyrus. Et que cette plante qu'ils ont nommée dans la région tropicale, en fait, c'était un souvenir, finalement, c'est de cette manière qu'ils nommaient aussi sur les berges du Nil cette plante qui est devenue le papyrus. Voilà. Et voici ce que mon père m'a écrit, je vais le partager avec vous. Il m'a dit ceci: tu trouveras le Wada, pluriel biwada, assez aisément au premier coin de la cour. Tu trouveras le wada, pluriel biwada, assez aisément au premier coin de la cour. Ces feuilles assez douces servent couramment de papier de toilette aux villageois. L'on tisse des cordages de ces cordes, ou de ces écorces, pardon, je reprends. L'on tisse des cordages de ces écorces, et là on en fait des sacoches que les Mbombok arborent. Le Mbombok, c'est, si vous ne le savez pas, le dépositeur de la tradition ancestrale chez les Bassa. Donc je reprends. L'on tisse des cordages de ces écorces et là on en fait des sacoches que les Mbombok arborent. Mais la valeur de cette sacoche est tributaire de la dignité de celui qui le porte. Un Mbombok indigne décrédibilise sa sacoche sacrée. Cette indignité déteint sur la sacoche, la profane et la sécularise pour la réduire à un banal tissage de biwada. Souvent moqué par la culture de Mboklia, où l'on dit, pensant au Mbombok dont le sac était censé être précieux de par les objets sacrés qu'il renferme, Moudniem Aïlis Bodye les bot biwada. Je m'excuse. Moudniem Aïlis Bodye les bot biwada. C'est-à-dire, il appartient à chacun de valoriser son sac ou de n'en faire qu'un sac de biwada. Salut mon grand. Donc voilà le message que mon père m'a envoyé et c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, nous avons ces éléments déjà dans nos traditions. Hein, parce que ce wada, ce n'est que le souvenir du papyrus, de cette plante. Parce qu'avec le papyrus, on faisait aussi des cordages. Hein. C'est une plante qui servait à un certain nombre de choses. Et le biwada, le wada chez les Bassa, c'est une plante qui sert à fabriquer donc des pièges, etc. Un certain nombre de choses. Donc c'est une plante dont on se sert pour fabriquer des sacoches, des mbombok, etc. Et la relation avec le mbombok ici n'est pas vaine, bien évidemment. Bon, donc nous avons écrit un certain nombre d'ouvrages déjà, j'en présente ici quelques-uns, pour rappeler que nous sommes dans une démarche de redécouverte de notre tradition. Les communications que je fais sont souvent courtes et j'invite ceux qui le peuvent à acquérir les livres car ça facilite la communication et nous sommes toujours dans l'attente d'un retour pour nourrir et enrichir les débats autour de nos humanités fondamentales. Donc les livres sont disponibles au site www.lulu.com et nous sommes également disponibles pour les discussions, pour des rencontres aussi, car ceci est un peu notre sacerdoce. C'est la mission que nous nous sommes assignés durant le court temps de vie que nous avons à passer parmi vous. Voilà. Donc, merci de votre attention et donc je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt.